Non, les produits que vous vendez ne peuvent pas plaire à tout le monde. De ce fait, au lancement de votre business ou même avant, vous pourrez potentiellement recevoir des avis négatifs, des critiques, que celles-ci soient constructives ou non. Comment gérer les émotions qu'elles suscitent en nous? Dans cette vidéo, on va parler des avis constructifs, mais aussi des trolls. Quoi faire pour ne pas se laisser atteindre et comment réagir face aux clients? Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Il y a quelques temps, j'ai reçu ce commentaire où Serenity Life me demandait comment je gérais les avis négatifs sur ma marque, sur mes produits qui ne conviennent fondamentalement pas à 100% des personnes et qui donc peuvent recevoir des critiques. J'ai pensé que c'était une formidable idée de vidéo parce que ça fait intervenir plusieurs facteurs qu'on va voir ensemble. Comment gérer les avis négatifs sur son business? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première partie, les trolls. On commence avec la situation, disons, la moins complexe. Plus votre audience va augmenter, plus vous allez montrer ce que vous savez faire, plus vous allez avoir affaire à des trolls. Des gens qui ont d'une part beaucoup de problèmes avec eux-mêmes qu'ils ne savent pas gérer et d'autre part beaucoup de temps à tuer dans une journée. Et ça, c'est le combo parfait pour saouler le monde, chercher la petite bête et mettre les avis les moins constructifs possibles. Bref, chercher à faire mal à autrui parce que c'est la seule alternative qu'on pense être possible pour ressentir soi-même quelque chose. Pourquoi je disais que c'était la situation la moins complexe au fond? Parce que déjà, quand on y pense, les trolls, c'est un indicateur que votre visibilité est en train d'augmenter. Donc tant mieux. Ensuite, comme les avis ne sont pas constructifs et sont injustifiés, vous savez que c'est faux, donc ça n'a pas à vous atteindre. La première solution que vous avez contre les trolls, c'est l'ignorance. Honnêtement, vous n'avez pas que ça à gérer, donc autant ne pas le gérer. Un cas de figure où la réponse plutôt que l'ignorance peut être une solution, c'est quand par exemple le commentaire est public et que ça peut porter à confusion pour le reste de la communauté. Je dis n'importe quoi, si quelqu'un par exemple vous accuse de ne pas avoir livré son colis alors qu'il n'a jamais commandé chez vous. Là, c'est bien de répondre pour que les autres ne pensent pas que vous gérez mal votre activité. Vous rétablissez franchement la vérité pour tous et aussi vous envoyez un message de fermeté. La troisième solution que vous avez, c'est de supprimer le commentaire. Alors moi, c'est pas une solution que j'aime bien. Je pense que quand on a un avis négatif, il vaut mieux répondre plutôt que de supprimer tant que c'est en rapport avec le produit ou avec la marque. Mais par exemple, moi, je supprime des commentaires où ce sont des spams avec des liens bizarres, des commentaires suspects. La quatrième solution que vous avez, c'est même pas une solution, c'est une obligation. C'est de se concentrer sur les 99% de critiques, d'avis positifs que vous recevez et de vous-même continuer de transmettre du positif à travers votre marque, à travers vos produits, à travers votre contenu. Ça vaut autant pour les trolls que les critiques constructives qu'on va voir en partie 2. Sincèrement, à moins de faire n'importe quoi avec votre marque, ce que je ne pense absolument pas que vous allez faire, les avis négatifs, les trolls, tout ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan, quoi. C'est vraiment pas la majorité de ce que vous recevez. Mais on a beau avoir 10 critiques positives, on a tendance à se concentrer sur la seule petite chose négative qui nous a été dite. Et ça, c'est tellement dommage. Ça porte atteinte à notre état d'esprit, ça nous plombe la confiance qu'on a en nous-mêmes et ça nous ralentit dans les objectifs qu'on s'est fixés. Il vaut mieux se concentrer sur le positif qui nous est envoyé et même le cultiver, s'en servir pour créer et transmettre encore plus de positif. C'est ce type d'échange énergétique que vous voulez maintenir dans votre vie pour réussir. Si besoin même, allez relire les messages qui vous ont été envoyés. Moi, je relis vos messages, je relis vos encouragements, vos commentaires et je pense même très sérieusement à les imprimer, les encadrer avec tous vos pseudos et vous envoyer mes ondes positives chaque jour, à chaque fois que je verrai le tableau. Seconde partie, les avis négatifs constructifs. Comme je le disais en intro, mes produits comme les vôtres ne peuvent pas convenir à tout le monde. Et même s'ils conviennent, ils peuvent être améliorés de 1000 façons. De ce fait, dans votre aventure, vous serez amené à recevoir des critiques a priori jugées comme négatives parce que ça ne va pas dans le sens de ce que vous aimeriez entendre. Mais ces avis sont très utiles et s'avèrent même être les plus positifs sur le long terme. Certes, ils font mal, mais ça dure juste un certain temps. Et si vous mettez en place par la suite les actions qu'il faut, vous pourrez en récolter des bénéfices vraiment concrets sur le long terme. En théorie, vous savez déjà ce que je vous dis là. Mais en pratique, comment dépasser sa peine, entre guillemets, et en tirer du positif? Nous allons voir plus en détail comment il faut réagir, qu'est-ce qu'il faut faire en partie 3. Mais d'abord, je voudrais vous parler d'un paramètre qui est selon moi primordial lorsqu'on doit gérer les critiques négatives sur son business. C'est un paramètre très important, mais dont on parle assez peu, voire pas du tout. Il s'agit du détachement. Quand on crée son entreprise de toute
pièce de 0 jusqu'à N, qu'on imagine les produits, les matières premières, qu'on a cette vision exacte de ce que la marque est censée devenir, on finit par considérer le business comme notre bébé. Et le paramètre est tout à fait légitime. D'ailleurs, je vais vous mettre en description le lien vers un live super intéressant de Selena Sarah avec la gynécologue Mianda Pabdo qui fait justement cette analogie avec la conception d'un enfant et la conception d'un business. Elle dit par exemple que quand la femme apprend qu'elle est enceinte, elle est dans le secret, c'est son petit projet à elle. Tout comme lorsque vous avez l'idée de votre création d'entreprise, mais que vous ne l'avez encore dit à personne. Ensuite, le projet pousse, il se développe, il devient de plus en plus concret et la dernière ligne droite est la plus dure au moment où le projet s'apprête à être dévoilé au monde, au moment de l'accouchement. Allez voir ce live, il est vraiment excellent, c'est beaucoup mieux expliqué. Le parallèle est extrêmement intéressant et extrêmement juste. Considérer son business comme son bébé, c'est compréhensible. Et si c'est ce que vous ressentez, ok. Mais attention à ne pas s'accrocher au côté très protecteur, très attaché de la chose qui, selon moi, peut devenir dangereux. Parce que dans ce cas, vous prenez tout pour vous. Et psychologiquement, c'est pas évident à gérer. Parce que ça peut biaiser vos perceptions, vous empêcher de penser de manière objective et vous empêcher de lâcher prise. Il faut comprendre que quand quelqu'un vous dit « Ah, j'aime pas l'odeur de ta crème », il n'est pas en train de vous dire qu'il n'aime pas votre odeur à vous. Il n'est pas non plus en train de vous dire que vous êtes nul parce que vous n'êtes pas capable de parfumer un produit cosmétique. Il donne un avis, ce que les gens, y compris vous, font à longueur de journée pour tout. Ne vous sentez pas nul, ça n'a absolument rien à voir avec vous ou avec vos compétences. Vous avez bien travaillé, vous faites tous les jours de votre mieux. Dissociez ce que vous êtes de votre entreprise. Il y a une réflexion que je me fais souvent dans ces cas-là. Moi, je suis une fan du pôle recherche et innovation chez L'Oréal. Imaginez-vous que cette enseigne consacre des années et des années à la recherche de nouvelles molécules. Quand ils sont satisfaits, ils en font un produit. Et quand ça sort, les gens font quoi? Ils critiquent. Il y en a plein qui n'aiment pas, ils ont plein de choses négatives à dire. Est-ce que ça remet en cause les années de travail des chercheurs? Ben non. Quand on est chef d'entreprise, il faut savoir se dissocier. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur la productivité, mais on peut faire la même transposition ici. Il y a des moments où vous devrez adopter cette posture de fondateur, de battant qui donne tout pour sa création, mais il y a d'autres moments où vous devrez simplement adopter la posture d'une personne qui travaille dans une entreprise et qui traite objectivement les informations qu'elle reçoit afin de trouver des solutions. Je prends un exemple concret. Il y a un problème que beaucoup d'entrepreneurs, y compris moi, rencontrent. C'est déléguer. Quand votre entreprise est votre bébé, au moment de trouver une nounou, c'est compliqué. À qui vous allez confier votre enfant? Qui pourra mieux s'en occuper que vous? Est-ce qu'une personne étrangère ne va pas essayer de lui faire du mal? Mais si vous reprenez votre posture objective, vous voyez bien que vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Vous êtes obligé de faire confiance. Et oui, les gens peuvent accomplir certaines tâches beaucoup mieux que vous, voilà. Vous n'êtes pas expert en tout. Donc vous voyez, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il faut un équilibre. Si vous laissez le pas uniquement à la figure protectrice qui prend tout à cœur, votre entreprise ne peut pas évoluer. Le détachement est aussi important pour d'autres choses encore en entrepreneuriat. Mais pour en revenir à notre contexte spécifique, apprendre à se détacher, c'est aussi mieux savoir gérer les critiques entre guillemets négatives, prendre du recul, les traiter de façon objective et ouvrir son champ des possibles. Troisième partie, le service après-vente. Ici, je parle de SAV, mais ce que je vais dire peut aussi s'adapter au cas où votre entreprise n'est pas encore créée et que vous recevez les critiques, par exemple sur vos réseaux sociaux ou à l'oral. Pourquoi je tenais absolument à consacrer une partie à ça? Parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Peu importe la nature de la critique au départ, tout va se jouer dans la façon dont vous réagissez. Quand vous serez officiellement sur le marché, vous allez voir, au-delà du produit en lui-même, de ses caractéristiques et de si elles plaisent oui ou non à tout le monde, il arrive souvent qu'il y ait des couacs. Une personne a commandé un produit, la livraison a pris du retard, le colis n'est pas conforme, le produit arrive endommagé. Tout ça, ce sont des choses normales qui arrivent, mais elles peuvent mener à une insatisfaction de votre client. Alors là, c'est votre SAV qui va mettre tout le monde d'accord. Honnêtement, chez Iwalewa, on a rencontré tous les cas de figure que je viens de citer. Mais à la fin, ça s'est toujours bien terminé. Parce qu'on peut nous reprocher beaucoup de choses. Notre SAV, c'est pas une blague. En tout cas, je fais vraiment le maximum pour et je pense que vous devriez le faire aussi parce que c'est extrêmement important. Les règles qu'il faut selon moi respecter, c'est d'une, la réactivité. Si un problème nous est soumis
par un client, ça devient prioritaire par rapport à tout. On lui répond vite, on ne laisse pas traîner le truc. L'écoute et l'acceptation. On écoute les plaintes, on les accepte. Jamais on ne dira à un client, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, ce qui vous arrive, ce n'est pas de notre ressort. Parfois, ce n'est pas de notre faute. Il arrive que les clients eux-mêmes se trompent. Mais quoi qu'il en soit, nos réponses commenceront toujours par « Merci pour votre message »,« Oh, désolé pour ce désagrément »,« Désolé que votre expérience X ou Y se soit mal passée ». On écoute et on accepte la plainte. Après, on explique notre point de vue ou on propose des solutions. Alors, est-ce que ça veut dire que le client est 100% roi? Moi, je dirais presque roi. Parce que je pense qu'il faut toujours traiter les gens de façon cordiale, mais il faut aussi savoir mettre des barrières. Il y a des gens malhonnêtes qui peuvent acheter vos produits. Des trolls peuvent acheter vos produits pour mieux vous piquer. Ces gens-là, est-ce qu'ils sont rois? Non. Mais objectivement, ils sont clients, ils ont acheté. Comme je le disais tout à l'heure, l'écoute et l'acceptation, vous pouvez également l'adapter, même si votre entreprise n'est pas créée, que c'est un commentaire que vous recevez, disons, à l'oral. Si on reprend l'exemple plus haut, « Ah, ta crème, j'aime pas, tu devrais la parfumer un petit peu. » « Ah mince, désolé que tu n'aimes pas l'odeur. » Vous acceptez la plainte, vous écoutez. Mais après, vous pouvez expliquer votre point de vue. La crème n'est pas parfumée, effectivement, parce qu'on ne voulait pas mettre de parfum synthétique. Donc, on a utilisé, je ne sais pas, une huile essentielle et ça sent très faiblement. Par exemple, vous expliquez votre point de vue. Mais vous ne reprochez pas à la personne d'avoir un certain avis. Vous ne le prenez pas pour vous. Rappelez-vous, à ce moment-là, vous êtes dans votre posture de salarié lambda de votre entreprise qui est détaché et traite les informations de façon objective. Troisième règle à respecter, l'accompagnement. Si un colis n'a pas été reçu, on va tout faire pour le localiser. Quitte à appeler nous-mêmes la poste, le logisticien, etc. On ne laisse pas le client juste comme ça à l'abandon. On lui revient avec toutes les informations nécessaires. On ne considère pas que ce n'est plus de notre ressort. Tant que le produit n'est pas dans la main du client, ce n'est pas terminé. On continue de l'accompagner. Dans le cas où l'entreprise n'est pas créée, l'accompagnement peut prendre la forme d'une discussion où tout le monde exprime son point de vue et ça peut vous apporter énormément par la suite. Toujours dans ce cas où vous n'avez pas voulu mettre de parfum synthétique dans vos produits, vous pouvez questionner la personne qui est en face de vous. Quelles sont tes priorités? Est-ce que tu préfères que le produit sente bon, quitte à ce que ce soit moins naturel? Voilà ce qu'on pourrait faire, voilà ce qu'on pourrait proposer. Qu'est-ce que tu penserais de telle ou de telle solution? Et vous récoltez le maximum de data, vous récoltez le maximum d'informations pour que vous, au fur et à mesure, vous créez la marque la plus adéquate pour vos clients. Ce que je vous dis là, ça peut aller de soi, mais je vous promets que tout le monde ne le fait pas. Le client le remarque. Et ça peut devenir pour vous un avantage concurrentiel. Selon moi, votre produit ne peut pas convenir à tout le monde. Ça, c'est sûr, on le sait. Mais votre service doit être irréprochable. Et Serenity Life elle-même l'a mentionné dans son commentaire. C'est juste adopter une posture de professionnel. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas en manquer d'autres de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!